Salut les petits choux, bienvenue au Petit Point G, l'émission aux fortes têtes, car oui, figurez-vous que nous avons joué les rebelles, nous le sexe faible. Ce mois-ci nous est arrivé une histoire rocambolesque avec Google. Vous êtes au courant les filles? Bah oui, hein. C'est passé. Ça. Alors, on a voulu faire un peu de pub pour l'émission, parce que c'est normal, hein, il faut qu'on se fasse connaître, qui est diffusée sur YouTube, je le rappelle. Et comme tout le monde le sait, YouTube appartient à... Google. Ouais. Enfin, c'est pas la peine de s'emballer sur les ouais. Hein. Il faut faire valider la pub par Monsieur Google, hein, c'est normal, il vérifie. Et évidemment, quelques jours plus tard, je reçois donc un mail m'indiquant le texto suivant, contenu visuel ou vidéo réservé aux adultes. Access denied. Très drôle quand même, l'émission 7, hein, je rappelle. Vous pouvez aller l'écouter, elle est toujours là. Hein. C'est très recommandé. Ouais. Nous n'autorisons pas les contenus pour adultes, entre guillemets, dans les annonces illustrées, les annonces vidéo et les autres formats d'annonces non textuelles. Veuillez supprimer tout contenu réservé aux adultes de vos images, vidéos, animations flash et autres éléments riches médias. Donc très drôle, hein, quand j'ai reçu ça, j'ai été assez hallucinée. Quelles images pour adultes? Mais voilà, alors sur le coup, j'ai cru que c'était peut-être le nom de l'émission, parce que Petit Point G, ça peut... Voilà, Ouais, ça peut être équivoque à la limite. Bon, il y en a plein qui savent pas ce que c'est. Eh ben, pas du tout. Parce que j'ai contesté et j'ai reçu donc un mail du service client qui est très bon quand même. Vous avez un email. Voilà, j'ai... Non mais le Merci, message, c'est vrai que Google répond tout de suite, donc ça, pour ça, ils sont bien. Ça, j'avoue. Chiant mais efficace. Allô, SOS Détresse Amitié, bonjour. Et qui me dit « Nous vous remercions de la confiance que vous apportez à nos services. » C'est chouette. J'ai pris le temps de regarder votre vidéo ce matin afin de voir si la raison évoquée par le système est valide, parce que c'est un robot au début hein, qui dit oui non. Ouais. Et après Pas gentil le robot. non, il est pas gentil, lui non plus au début en tout cas, et il me dit après analyse, la première image proposée au début de la vidéo a un caractère sexuel. Vous seguez un peu mufle, passons. Mais évitez d'être vulgaire, hein. Alors, je rappelle ce que c'est que l'image du début de la vidéo de l'émission 7. C'est la caricature des Simpsons avec Marge Simpson qui est en bikini au pied de Jabba, ce qui est quand même surprenant. Hein, Comme dans le film. Exactement comme dans la photo, même les photos qui sont sorties de Star Wars. Donc Monsieur Lucas et Disney et la Fox sont très contents d'apprendre qu'on peut les censurer là-dessus. Ce qui est vrai pour nous apparemment, puisque nous, ben non, il faut pas que ça passe. Une femme en bikini, c'est pas bien. Quand j'avais ton âge, je n'ai jamais couru après un garçon ou téléphoné à un garçon. Et je ne suis jamais restée seule avec un garçon dans une voiture. Ah bah alors pour rencontrer quelqu'un, tiens, ça va être pratique. C'est vraiment pas bien. N'allez plus en vacances. C'est ça. Plus de photos de vacances sur YouTube. Donc là-dessus, bon bah moi évidemment j'ai réagi. En fait, il ajoute encore autre chose qui moi m'a révolté. C'est pas que pour la photo de Simpson. Il dit je suis d'accord avec vous parce qu'il a vu la vidéo. Je suis d'accord avec vous. Le contenu n'est pas très problématique, mais tout de même, il serait bien d'essayer de retirer cette image et de modérer parfois les propos. Et c'est là que le bas blesse quand même. C'est ça. Puisque apparemment on est trop rock'n'roll pour Google. Alors voilà, on peut pas parler comme des mecs, c'est interdit. Rock is my life. Voilà, c'est interdit. On ne peut pas parler comme ça. Il faut parler traditionnellement comme ça, de petits poneys roses en buvant du thé. Alors on boit du thé, c'est vrai, mais C'est vrai. Pas que, hein. et des petits gâteaux. On a le cidre qui va arriver. Voilà. Non, puis surtout, enfin, c'est un dessin quoi. Non, c'est un dessin et puis les propos. Donc les propos les choquent quoi. Ce qui est, c'est dingue. Ouais. Ça, là, on est vraiment au 15e siècle. Donc du coup, il y a eu C'est ça. une grosse discussion par mail et puis Monsieur Google m'a appelé quand même. Donc il m'a appelé 3 fois même. Il m'a laissé des messages. Il voulait absolument qu'on discute. Donc on a discuté. T'avais une touche avec Monsieur Google. Ouais. Ouais. Son numéro perso et tout. Finalement, ils ont accepté en disant nous faisons une exception. Donc Google a fait une exception, mais je pense qu'en fait ils se trompaient beaucoup, ils osaient pas le dire à la fin. Mais Ouais. et puis merci à Google qui quand même a accepté. Bon, on peut arrêter cette phrase, c'est pas grave. Hein, voilà. Bon, voilà, c'est tout. Donc Merci on va un petit peu. merci un petit peu. Voilà. L'instant que ça recommence pas, c'est bien. Alors on passe l'éponge et donc on va présenter le programme de cette nouvelle émission, l'émission. Jenny l'attendait. Number 8. L'émission What. Donc l'émission 8 avec Jenny est de Eh oui. retour. Ben oui. Je reviendrai. Je devais être là la dernière émission, mais j'étais malade. Ouais. Et Elle vomissait. Mais Jenny is back. Voilà. Bah oui, je me suis reposée.
Et du coup, je suis en pleine forme pour cette émission. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui donc des bars à jeux. Et d'un bar en particulier. Et d'un bar en particulier dans lequel j'ai emmené quelques filles du PPG. Ouais, moi j'y quittais. Voilà. Bah, Pour bien passer une chouette soirée avec jeux et alcool à volonté. Ouais. Avec modération, Voilà. on va dire. Et on s'est bien amusé. Et donc nous passons tout à l'heure, juste au début même de l'émission, on va parler de Sidonie, qui a été rencontré un chouette garçon, même 2 chouettes garçons. Ouais, parce que moi, je rencontre pas de filles, tu vois. Moi, je rencontre des mecs. C'est vrai. Oui, donc je vais vous parler d'Alexis Briclot et de Olivier Ledroit, qui sont 2 grands illustrateurs français. Et Marine, oui, c'est l'anniversaire d'une super série. Et oui, Space 2063 qui fête ses 20 ans de création cette année et ses 20 ans de mort, puisque c'est une série qui a eu le bonheur de n'avoir qu'une saison. Voilà, vous découvrirez ça pourquoi arrive tout à l'heure. malheureusement. C'est bête, mais c'est dommage. C'est comme ça. Alors, Oui, oh c'est là très là, dommage. oui. Oh là là, vous savez pas ce que vous avez on loupé. comprend Ah oui. pourquoi. Donc, revenons à Sidonie, tu vas nous faire visiter l'univers de 2 créateurs français. Voilà, donc on va commencer par Alexis Briclot. Alors Alexis Briclot, si ça vous dit quelque chose comme ça, ou alors si vous êtes vraiment fan, on va tester un petit peu vos connaissances. C'est juste le gars qui fait la bande dessinée Spawn Simony, des créations graphiques de jeux vidéo. Il a travaillé sur Splinter Cell, sur Haze, il a fait des couvertures de comics pour Marvel, Dark Horse, des magazines, des livres, des romans, enfin bon, le gars, il touche un peu à tout. Il a fait des jeux de rôle et il travaille aussi sur le film Hulk 2. Et il a des projets Secret en cours. Donc j'ai vu des dessins, mais je ne dirai rien. Il a fait des dessins des cartes Magic aussi. Oui, bien sûr, c'est un des artistes principaux des cartes Magic. Donc ouais, c'est un truc de ouf avec Magic. C'est vraiment... Et puis, il avait fait aussi une partie de l'exposition Art Ludique qui était l'année dernière sur le thème l'art des super-héros. Donc, comme il a travaillé beaucoup avec Marvel, il en faisait partie. Et il a fait l'affiche de Geekopolis. Voilà, avec son personnage Azari, justement. Son personnage qui vient de son book art qui s'appelle Worlds and Wonders. Bonjour Alexis. Bonjour. Bon, on reçoit Alexis Briclot qui nous reçoit chez lui, en fait, dans son atelier. Donc, il y a des livres partout, il y a des petites sculptures... il y a un petit peu de tout et c'est vivant, donc au moins vous avez la chance de voir où il travaille. Pour ceux qui ne connaissent pas Alexis, il a sorti Worlds and Wonders, qui est avec cette magnifique héroïne. Et tu voulais nous parler justement d'elle, puisque tu as un projet avec Tsume. Alors ça c'est un projet actuel effectivement, avec Tsume qui est un studio qui réalise des statues, des figurines. En général, ils font beaucoup de merchandising par rapport à des séries manga, Naruto, Dragon Ball, Ken le Survivant, ce genre de choses. Et là, on est parti sur un projet original, eux et moi, en gros à se dire, à développer quelque chose qui soit notre propre bébé. Enfin là, en l'occurrence, c'est mon bébé, ce personnage-là. Et là, on a réalisé le prototype, on est très très avancé. On a décidé de le lancer en fait par le biais de Kickstarter. Donc pile poil en ce moment, voilà, on a un Kickstarter sur ce projet-là. Donc en financement participatif. Voilà. Ouais. Tu disais qu'à la base, on part d'un dessin et on fait l'objet. Et là, en fait, qu'il y avait une évolution justement dans ton dessin pour la sculpture. Alors je dirais que c'est un petit peu plus compliqué que ça. On est parti effectivement d'une illustration de base que j'ai complètement retapée. À l'origine, donc c'était la couverture d'un artbook que j'avais sorti en 2010. Ensuite, que s'est-il passé ? Le artbook a pas mal circulé. C'est entre autres, c'est pour ça quand Cyril m'a proposé en fait de faire un personnage, j'ai quasiment tout de suite pensé à celui-là. Comme j'avais dû le créer en fait. Disons qu'en fait quand je l'ai créé, quand j'ai planché dessus, c'était pour essayer de produire une image qui soit une synthèse de ce que je fais habituellement. Comme c'était la couverture de mon bouquin où il y avait tous mes travaux à l'intérieur, il fallait que l'image en fait soit forte, mais qu'elle soit dans l'esprit en fait de ma production générale. Donc du coup il y a un petit côté fantasy, il y a un petit côté SF, il y a un petit côté sombre, un petit côté épique. Et oui, c'était une sorte d'icône qui se prêtait bien au jeu d'être transposé en sculpture. Et il y avait un gros travail de collaboration avec le modeleur 3D où on a fonctionné en fait par session de travail avec écran interposé, c'est-à-dire que lui habitait à Lyon, moi à Paris, et on s'est fait une quinzaine en fait de sessions d'1 heure à 3 heures où on travaillait justement au micro, où il montrait son écran. Il me demandait en fait, tu pourrais pas me préciser un petit peu comment l'accroche au niveau du plastron fonctionne. Donc moi je repartais sur ma bécane, soit je dessinais en digital,
soit je rajoutais des flèches sur des screenshots, en fait, des imprimes écrans que je faisais de ce qu'il me montrait lui. Et en fait, c'était un espèce de rebond perpétuel. Et également, entre chaque session de travail, lui me disait d'ici à la prochaine fois, je vais travailler sur la cape, par exemple, ou tel élément de la figurine. Est-ce que tu pourrais pas m'avancer le travail et me fournir en fait des détails sur la cape, les motifs, des petits croquis en fait. Donc ouais, ça n'a pas été seulement pour moi en fait livrer une seule image. Il y a un gros travail derrière, quoi. Et quand tu étais petit, tu rêvais comment ta vie? Et avant même, je dessinais beaucoup, mais je dirais à l'origine plus que seulement le dessin, en fait, j'étais plus à faire des sculptures dans mon jardin, des sculptures de zombies. Dans ton jardin? Ouais, parce qu'il fallait un petit peu de place. Je prenais. Ah, tu veux dire pas des petites sculptures. Si t'as besoin de place déjà dans le jardin. C'était pas forcément énorme, mais ce que je faisais, il y a un truc que j'adorais, c'était, que j'ai essayé d'apprendre, c'était mouler par exemple le visage de quelqu'un. En l'occurrence, c'était très souvent ma sœur, c'était mon cobaye favori. Et le fait de resculpter en fait une prothèse, de la remouler, de l'appliquer en fait sur le visage et d'avoir une prothèse en latex. Donc j'avais fait un personnage chat une fois. Ah, mais tu faisais direct en latex, tu faisais pas comme nous on faisait à l'école avec les bandes de plâtre là qu'on collait comme ça? Non, j'utilisais un autre matériau en fait qui s'appelle l'alginate. C'est un matériau de moulage dentaire en fait, c'est le truc que les dentistes utilisent et qui permet une super précision. Par exemple, si tu moules une main, tu vas avoir les empreintes digitales visibles. Donc là en fait tu moules le visage, tu as tous les pores de la peau qui sont apparents. Donc j'ai mon moulage en plâtre, ensuite je resculptais, c'est très vieux, j'étais gamin quoi. Et tu resculptes le masque que tu veux, c'est-à-dire un zombie, une créature. Ensuite ça tu vas le remouler à nouveau. Dans le moule, tu vas couler du latex et une fois que c'est fini, tu sors ta prothèse et ta prothèse, tu peux l'appliquer sur ton personnage, sur ton modèle. J'ai lu aussi dans une interview que tu avais donnée que tu aimerais bien éventuellement faire des livres pour enfants. Ouais, tout à fait. Est-ce que ça avance à ce niveau-là? Ça n'a pas trop avancé, un tout petit peu. En tout cas dans la tête au moins. Ouais, c'est toujours présent en fait. Effectivement, on verra ce que ça donne. Ce serait plutôt pour moi aussi l'idée de pas me mettre en danger, mais de découvrir d'autres milieux, d'autres supports, d'aborder l'image en fait de façon différente. C'est-à-dire, si je venais à faire ça, j'aimerais bien utiliser des techniques complètement différentes, du collage, me mettre un petit peu en danger. Et là, oui, c'est des envies perso. Mais il n'y a pas seulement un livre pour enfants. Là, j'ai plusieurs autres projets que j'aimerais bien pousser, des projets que j'aimerais faire en tant que comic books, bande dessinée. Et donc là, me coltiner, je suis dessus en fait. Si tu peux en parler, mais vas-y. Donc il y en a deux qui me tiennent beaucoup à cœur. Et il y en a un qui est relié à l'histoire de la statue, à Zari, dont on vient de lancer le Kickstarter. Et ouais, on est au tout début, c'est assez compliqué. Donc la statue, c'est un personnage féminin, fantasy, fantastique. En gros, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai réalisé cette première image-là, j'ai une copine éditrice qui m'a dit « Mais pourquoi tu veux pas en faire une bande dessinée ?» Et moi, en fait, j'adore travailler sur ce genre de visuel, mais malgré tout, mes goûts, en fait, en tant que spectateur-lecteur, c'est pas tout à fait les mêmes. Et là, j'aurais envie de raconter ou dire des choses un petit peu plus, pas forcément intimes, mais plus contemporaines. Pas forcément avec un décorum fantasy, fantastique, des dragons, des éléments surnaturels, donc quelque chose d'un petit peu plus prenant. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir là-dessus, à voir comment je pourrais articuler à la fois un monde onirique fantasy, c'était, on va dire, le raccourci de base, mais en gros, j'en suis arrivé à un stade où il y a un univers, cet univers fantastique, fantasmé, et une histoire ancrée dans le réel. Et en gros, là, je vais peut-être perdre des gens en cours de route. C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui vient de perdre sa mère en fait d'un cancer et qui fugue. Son père est en taule. Et voilà, donc là, c'est dans un contexte, on va dire, sympathique, un petit peu grave, forcément dramatique, mais en tout cas un contexte réel. Je veux dire, là, il n'y a pas d'irruption du fantastique. Où je veux pas travailler là-dessus. Je travaille plutôt sur des sentiments humains, sur des choses fortes. Et puis maintenant, tu vas nous faire présenter un autre créateur. Ouais. C'est Olivier. Oui, Olivier Ledroit. Donc Olivier Ledroit, c'est un autre illustrateur français, origine bretonne. C'est-à-dire qu'il habite toujours en Bretagne en fait, donc il est breton. Vive les Bretons. Vive la galette. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus. Bon vive le cidre. Voilà. Olivier vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Fée Amazon, donc on s'imagine déjà au titre qu'il n'y a pas trop de mecs, je reviens d'avance. Amazon, okay. Voilà, il expose à la galerie Glénat jusqu'à la fin du mois de juin. Donc là, dans cet album Fée Amazon, il a vraiment une touche steampunk hyper poussée. Et alors, quand vous voyez le livre, forcément, c'est une illustration. Vous ouvrez, vous voyez quelque chose de taille livre, n'est-ce pas? C'est une super phrase. De taille livre. De taille livre. Voilà. Et en réalité, vous voyez les photos, c'est énorme.
C'est Parce gigantesque. on en voit dans aquarelle. l'interview avec ta taille de naine, tu Bien fais 1m2, donc le tableau il fait 6 mètres en gros. Et c'est très très grand. Et puis alors là, ce qui m'a vraiment surprise, ce qu'on voit pas du tout et ce qu'on peut pas s'imaginer quand on tourne les pages de son livre et quand on voit la couverture, c'est qu'en fait il y a plein d'insertions de choses. C'est-à-dire ça peut être de la dentelle, ça peut être des cadrans. Alors, c'est pour pas la que de la couverture, peinture. ouais. C'est ça, il fait du montage avec des... Voilà. C'est super intéressant. Mais attendez, excusez-moi. Parce que si vous faites toujours comme ça, moi, comment voulez-vous qu'avec le truc je fasse les choses? Bonjour Olivier Ledroit. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir, enfin plutôt vous nous recevez dans la galerie Glénat pour l'exposition de votre livre. Je suis ravie de vous rencontrer. Merci. On voit de très jolis tableaux, là on est à côté de votre couverture. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Pourquoi cette couverture? Eh bien, pour une couverture, il faut essayer de synthétiser un peu l'esprit de tout le livre. Donc là, elle est assez caractéristique des personnages qu'on va retrouver dedans, c'est-à-dire des jolies filles, un peu pin-up, un peu d'inspiration féerique, manga. C'est la croisée de pas mal de choses. Et puis, comme il y a tout un style steampunk, après, de façon, pour rester cohérent, de façon stylistique, j'ai agrémenté ça de collage de collage de dentelle, de collage de papier différents. Voilà. De rouage, d'engrenage et de papillons aussi. Oui, il y a beaucoup de papillons. Est-ce que c'est une passion qui vous est venue déjà de tout petit ou est-ce que c'est venu par la suite? Comment vous vous voyez quand vous étiez petit? Non, je ne me voyais pas spécialement dessinateur. Non. Moi, je m'intéressais pas mal aux super-héros, aux choses comme ça. Je dessinais beaucoup. Plutôt les hommes mais oui, à l'époque, j'étais moins préoccupé par les femmes. J'étais plus dans les robots, des choses comme ça. Voilà. Les monstres, j'ai fait beaucoup de monstres. Les hommes avec des muscles aussi. Et alors, petit à petit, voilà. Et là, en plus, ces filles, elles sont un peu caractéristiques. Elles ont une silhouette. Elles ont toutes des fortes poitrines. Quand même. Oui, j'avais cru remarquer. Les yeux en amande, etc. Mais parce que j'ai déjà fait un livre sur la féerie, par exemple, chez Daniel Maguen, où là, les fées étaient beaucoup plus diaphanes. Elles avaient des corps d'adolescentes un peu filiformes. Et dans l'imagerie un peu 19e, comme ça, les corsets, tout ça, oui, ça met en valeur. Voilà. Il y a une prestance, il y a une position qui se fait naturellement avec les corsets. Notamment sur la couverture, alors avec ma femme, elle me disait, t'as un petit un peu fort quand même. J'avais gommé, j'avais fait une poitrine un peu plus petite. Mais ça cadre pas avec la silhouette, quoi, tout simplement. Donc je suis revenu à mon idée de départ et j'ai gonflé un petit peu. Vous êtes en expo ici, alors qu'est-ce qui a poussé que Olivier, vous soyez dans cette galerie? Est-ce que vous avez eu un coup de cœur avec Julien, le responsable de la galerie? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'en fait, je travaille pour Glénat. Oui. Donc, ça a été un des critères, c'est que Glénat a une galerie. Donc, et vous n'êtes pas le seul chez Glénat? Non. Mais la galerie est vraiment bien. Donc voilà, ça vient de là. C'est venu comme ça en fait, c'est plutôt eux qui vous ont choisi. C'est moi qui suis allé vers eux. Voilà. Mais bon, j'étais content de m'accueillir. Oui, j'imagine que ce serait difficilement imaginable d'une autre façon. Très bien. Mais je vous remercie d'avoir pris le temps de ce moment avec nous. D'accord. Et puis on va aller voir ce que vous dessinez parce que je crois que vous avez un petit dédicace à faire pour le petit point geek. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Sidonie. Oui, alors attends, entre deux, je voulais te dire que Alexis nous a gentiment fait un dessin. Non.
Si, j'étais au courant, mais je fais semblant. Ah ouais, non, en fait, c'est pas du tout crédible ton nom, mais en fait, oui, c'est vrai que tu n'es pas comédienne. Donc... Oh là là, bim. Tiens, voilà, prends ça. Moi, Sidonie, j'ai oublié de te dire qu'on me voyait plus jusqu'à la fin de l'année. Oui, je comprends. Je pars en vacances. Donc oui, on a un dessin qu'Alexis nous a fait qui sera à gagner pour les auditeurs du Petit Point Geek. Ouais, c'est même pas pour nous, quoi. Ah bah non. Bah non. Ne quittons pas l'univers imaginaire et ludique, puisque Jenny, tu vas nous parler de cet endroit étrange et mystérieux qu'est le bar à jeux. Tout à fait. Alors, les bars à jeux, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, en France et dans le monde entier. Mais on va dire que ces dernières années, ça a quand même une tendance à s'amplifier un petit peu. Alors, un bar à jeux, ça a plusieurs définitions, parce que ça peut être aussi bien un bar à jeux de société qu'un bar à jeux vidéo, ou en tout cas, voilà, tout ce qui s'en rapproche. Est-ce qu'il existe des bars à jeux ailleurs que dans Paris ? Oui, il existe, oui. Oui, il y en a à Lyon, il y en a à Bordeaux, il y en a d'autres. Je pense qu'il y en a à peu près un dans chaque grande ville, et il y en a un petit peu, enfin, vraiment disséminé un peu en France. Il y en a aussi partout dans le monde. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je suis suspendu, c'est ça ? Pire. Viré. Pire encore. Pire que viré, c'est quoi ? T'es buté dans le nord. D'ailleurs, si vous êtes une escape room ou un bar à jeux, ou si vous ouvrez un endroit geek, n'hésitez pas à nous écrire, et puis on sait jamais, on a des chroniqueuses comme Jenny qui passent régulièrement vers Nice, etc. On pourra faire un petit sujet sur vous. Voilà, ça peut être intéressant pour les gens qui habitent dans le sud. Tout à fait. Tout comme au Cocon Ludique, donc le nid Cocon Ludique. Voilà, c'est là où on a été. Tout à fait. Donc qui est un bar à jeux qui a ouvert il y a moins d'1 an. Sa petite spécificité, c'est que c'est pas très marqué geek. C'est vraiment un univers qui est assez épuré, où on se sent un peu comme chez soi. Il y a des grands bancs et des grandes tables en bois, des murs blancs, c'est très très cool. Tu as fait une interview de Nils. Tout à fait. Qu'on va voir tout de suite, et puis ensuite tu nous parleras de notre super soirée entre filles. On a essayé des jeux qui étaient super sympas. C'est bien marré. Bonjour Nils. Salut. Aujourd'hui on est toutes là avec l'équipe du Petit Point G. On est donc au Nid, c'est un bar à jeux de Paris, et on voudrait savoir comment tu en es arrivé à monter ce projet. Eh ben, on a ouvert déjà en août dernier, et ce projet il est né d'une idée qui me traînait dans la tête et que j'ai concrétisée quand je suis arrivé sur Paris il y a 2 ans. Et il s'avère qu'il y a très peu de bars à jeux parce qu'on est 2 sur Paris. Oui. Et donc il y avait de la place, j'avais l'envie et donc je me suis lancé. Parfait. Et donc est-ce que ça marche ? Très bien. Oui. On a plein de monde qui viennent, un super bouche à oreille, les gens reviennent, alors je pense qu'ils sont bien. Et non, ça cartonne. D'accord. Et du coup, le type de personne qui vient la plupart du temps, c'est ? Des trentenaires. Ouais. Jeunes travailleurs, je dirais entre 25-40 ans et plutôt actifs. Un peu d'étudiants aussi. D'accord. T'as pas des gros gamers On a de tout. Volontairement, on voulait un endroit qui accueille des joueurs de Time's Up et des joueurs de Trône de Fer et on a les deux qui se côtoient. D'accord. Il n'y a pas encore eu de Rix. Alors, est-ce que tu as fait une formation particulière pour ouvrir le nid ou Oui, j'ai fait une école supérieure de bar à jeux à Rennes. Non, pas du tout. J'ai une formation dans l'énergie et une licence pro dans le commercial. D'accord. Donc c'est une reconversion totale. Et donc t'as fait ça, t'as monté ça tout seul Oui, j'ai monté ça tout seul et j'ai été rejoint par un ami et ma copine qui ont amené du temps et de l'argent pour rendre ça possible. D'accord, parfait. Et il y a des projets un petit peu avec le bar à jeux ? Est-ce que tu as des événements qui sont réguliers ? Est-ce que on a quelques événements réguliers. On a des auteurs qui viennent tester des prototypes le mardi. On a une association aussi qui vient jouer le mardi. Ouais. Et après, c'est plus irrégulier. On a des avant-premières, des lancements de Kickstarter, des éditeurs qui viennent présenter les nouveautés. D'accord. Et après, on a pas mal de projets. D'accord. Là, pour la rentrée prochaine, on va ouvrir le dimanche et mettre en place un brunch. Cool. Et si tout se passe bien, on va recruter quelqu'un pour être ouvert la journée et faire plus côté boutique. D'accord, parfait. Alors, juste une question, comment ça fonctionne concrètement quand on vient comment ça se passe ? Eh ben, tout d'abord, on fait à la fois boutique et bar à jeux. Donc pour chaque jeu, il y a un exemplaire qui est ouvert pour jouer sur place. C'est ceux qui ont des pastilles pour les identifier.
Et pour jouer, exactement. Pour jouer, il y a 3 € d'accès au jeu par personne, Oui. plus une première boisson, une deuxième minimum si les gens restent plus de 2 heures, et ensuite tous les jeux sont en libre service. Donc nous on fait du conseil, on répond aux questions de règles quand les gens bloquent, mais sinon ils servent, ils remettent, c'est comme à la maison. D'accord. En boisson, on a des sodas, du jus de fruits, de la bière, du vin, et on fait à manger, charcuterie, fromage. D'accord, parfait. Donc on peut venir à la sortie du travail, se prendre une petite assiette de charcuterie, un petit verre de vin. Et rester jusqu'à 1h du matin. Et rester jusqu'à 1h du matin, parfait. Et donc les jours d'ouverture? Du mardi au samedi. D'accord. On ouvre à 17h la semaine et à 14h le samedi. Ok, parfait. Bah merci beaucoup Nils. De rien. Donc attention, on sort le cidre. Voilà ce que Attends, c'est on peut que d'être entendre le bruit là. Voilà ce que c'est d'être invité chez une Bretonne. Et on n'a pas eu les galettes, hein, je tiens à dire. Bon là, il fait un peu chaud. Alors Jenny. Oui. Donc j'ouvre le cidre. Tout à fait. Je peux meubler. Tu peux parler des jeux. Donc donc j'ai invité les filles du petit point G à venir passer une soirée au nid, Cocon Ludique. Ouais. Pour tester des jeux, voir l'ambiance, tout ça. Donc je les ai fait, donc je vous ai fait tester plusieurs jeux. Il y a le bruit du cidre dans le Oh là là, c'est beau. C'est beau. Les petites bulles et tout ça. Donc on a commencé par jouer. À quoi? C'était quoi? Alors en fait le problème c'est que j'avais fait jouer 2 jeux en même temps. Donc du coup je savais pas par lequel commencer. Alors on commence par celui où on a fait le petit... Voilà, donc en fait j'ai mis les enfants au coin. Donc c'était moi l'enfant. Donc Flo, Isa et Julie ont joué au double. C'était le double. Donc voilà. vous allez voir les images. Qui est un petit jeu d'observation et de rapidité. C'est en fait dans la petite boîte vous avez 5 variantes qui font 5 petits jeux différents qui fonctionnent tous sur le même principe de rapidité tout ça et c'est un petit jeu où on s'amuse autant avec des enfants, entre adultes, entre amis, en famille, voilà. Donc le double vous vous êtes beaucoup amusés. Ouais, c'est sympa parce que surtout quand j'étais très fatiguée avec Flo parce qu'on préparait Geekopolis juste avant. Excuse. Et c'était bien parce que comme ça, on n'a pas à réfléchir. C'est ça qui est bien. C'est ça. Et Julie a tout pété. Ah mais complètement. Bah, vous allez voir, c'est une killeuse. C'est donc, ça. Voilà. Une machine. Donc on voit les images. Je vais trouver. Le feu. Je cherche la lune. Non mais Julie quoi. Le
Le deuxième jeu, qui était le gros jeu de la soirée, c'est Colt Express. Alors, Colt Express, c'est un jeu... Non, pendant que tu parles, on va voir quelques images de la soirée, où d'ailleurs on mange aussi. Tout à fait, donc et on boit. Oui, au nid, on peut avoir des assiettes de charcuterie, des assiettes de fromage, de la bière, du vin. Il y a aussi des softs, il y a du jus d'abricot, du jus d'ananas pour les gens qui veulent. Pour les hommes. Voilà. Les filles, elles sont toutes à la bière. C'est ça. Donc le Colt Express, c'est un jeu de Christophe Rimbaud qui est illustré par Jordi Valbuena, qui est édité chez les Ludonautes. C'est un petit jeu qui se joue, c'est un moyen jeu, on va dire, qui se joue de 2 à 6 joueurs. Une partie fait environ une demi-heure, 3/4 d'heure, ça dépend si les gens ont l'habitude, si les gens mettent du temps à jouer, c'est comme dans tous les jeux. Il a reçu des récompenses ce jeu. Tout à fait, donc c'est un jeu qui a gagné le prix de l'As d'Or au Festival de Cannes, au Festival international du jeu de Cannes, cette année, je précise. Dans Colt Express, on va incarner donc un hors-la-loi qui va tenter de devenir la meilleure gâchette de l'Ouest. Et accessoirement, le plus riche aussi. Pour cela, on va dérober des richesses, de l'or ou des pierres précieuses, dans un train de marchandises. C'est ce que vous voyez sur la table, il y a un petit train en carton. Tout à fait. Que tu fabriques. Que l'on monte soi-même, et ça c'est cool. Donc vous allez devoir affronter les autres joueurs qui ont le même but dans la vie, de devenir la meilleure gâchette de l'Ouest. Et aussi, il va falloir éviter le Marshal. Donc le Marshal, forcément, il veut protéger les marchandises et il veut protéger son train. On peut... donc c'est un petit jeu de cartes, un petit jeu de programmation qui est accessible à tous, donc vraiment aux familles, aux joueurs aguerris comme aux personnes qui commencent tout juste. Il y a donc, c'est un petit jeu de programmation qui est assez cool, qui est très attractif, très interactif. On joue, on va jouer des actions tour à tour, et du coup toutes les actions vont être résolues les uns après les autres. Donc moi je fais telle action, Isa fait telle action, tu fais telle action, etc. On joue à l'envers. J'ai tout vu, à c'est fait. Ça. Tu poses les cartes en réfléchissant à rebours à ton histoire. Tout à fait. Donc c'est un jeu. Ensuite, on retourne les cartes et ça fait une histoire en avant. En fait, c'est ça. Alors en fait, c'est un jeu qui est très tactique dans le sens où donc on va avoir des actions parmi des cartes qu'on va piocher. Donc on a un stock d'actions. On a tous les mêmes au début. On va en piocher quelques-unes, donc on n'aura pas tous les mêmes du coup dans nos mains. Ouais. T'es en train de m'embrouiller là, je le sens. Voilà, un sirop de cidre. T'as bu. Ah, c'est cidre, voilà. C'est normal. Voilà, charmant. Reprenons. T'es obligé de couper ça, hein. Je sais pas, je vais voir. Sinon, je fais un bon rot. Bon, bref. Non, mais vas-y, fais un gros rond pour voir. Après, j'ai bu qu'une gorgée. Je suis pas sûre qu'elle coupe, quand je vois cette petite voix là. Donc, reprenons. Donc, on a des cartes en main qui vont nous permettre de faire certaines actions. Le premier joueur va être le premier à poser une carte, mais ça va être, en fait, la première carte qui va être posée, ça va être la dernière action qui va être faite dans la manche. T'as compris, Sidonie ? En fait, je suis en train de me dire que déjà là, j'ai pas compris, alors je vais pas venir jouer avec toi la prochaine fois. En même temps, on n'a pas le matériel là, donc c'est tout dans le visuel. Oui, on va dire que c'est pour ça. Donc concrètement, c'est un jeu tactique dans le sens où il faut programmer ses actions à l'avance, en sachant que si en dernière action j'ai décidé de prendre une pièce d'or, enfin de prendre un rubis par exemple, mais que à l'action d'avant j'étais montée sur le toit du train, c'est un peu ridicule parce que sur le toit du train, il n'y a pas de marchandises. Donc tu pourras pas voler le rubis. Alors que si dans ma tête je m'étais dit je monte sur le toit et ensuite je prends la pièce, le rubis et ensuite je monte sur le toit, mais en fait il faut le résoudre à l'envers. Ouais. Ah ouais, parce que tout est dans le train en fait. Tout est dans le train. Ah ouais. On peut aussi tirer sur les autres. On peut les piller. On peut faire plein de petites actions. On peut donner des coups de poing. J'ai vu.
on peut donner des coups de poing. Ouais, c'est vrai. Ah. En fait, c'est on dérobe. En fait, on tape l'autre quand il est dans le même wagon que nous. C'est un jeu de méchant. Ah ben oui, on est dehors la loi, quoi. Oh là là. Donc on fait pas des bisous. Tu veux dire qu'il y a pas des poneys roses pour Google? Si, t'as des poneys roses. Une fois que t'as pris tout ce qu'il y avait dans le train, tu t'échappes sur un poney rose. Ouais. Volant. Et donc c'est un jeu qui est très tactique, mais qui est pas très stratégique dans le sens où on peut pas prévoir plusieurs tours à l'avance parce qu'on ne sait pas tous les déplacements des autres. En sachant que les cartes, on va les jouer face visible, donc on sait à peu près le projet des autres joueurs. Par exemple, si il essaye de ramener le shérif, le marshal vers moi, bah je sais que je vais essayer de m'échapper parce que sinon je vais me faire avoir par le marshal. Mais tu vas anticiper combien de coups d'avance alors? Tu peux, alors en fait, il y a entre 4 et 5 cartes que tu joues dans chaque tour. Donc en fait, il faut anticiper 4 tours. 4-5 tours. Sauf qu'il y a des tours de jeu dans la manche où tu vas poser tes cartes face cachée. C'est un petit jeu qui est très sympa. Ouais, c'est sympa. Qui est un petit jeu donc de programmation, d'anticipation. C'est assez chouette. Mais c'était très sympa. Bien, bah merci Jenny. De rien. Et donc, comme je sais que vous aimez vous amuser, les filles. Hein? Ah oui. Ouais. Oui. Ah oui. Je vous ai préparé un petit quiz sur les séries SF. Puisque nous allons tout à l'heure parler. Elle est prête. Moi j'ai pas révisé. En mode buzzer. Fais gaffe, c'est ton micro qui va y passer. On aurait dû avoir des petits buzzers, ça serait cool. Comme le champignon, comme chez Mario. C'est ça. Alors Marine faisait le geste du champignon devant le micro, hein, si vous voulez savoir. Le geste du champignon. Alors, quiz. Comment s'appelle la série américaine née en 2014, diffusée actuellement sur nos amis de chez France 4, qui raconte l'histoire de jeunes délinquants qui vivaient au milieu de 4000 survivants sur une arche spatiale, renvoyés 97 ans après une guerre nucléaire ayant dévasté la Terre. C'est pas les 4400 En 2014 Non, je sais. C'est un chiffre, mais c'est pas celui-là. Ah oui, mais attends, mais je crois que ma mère m'en a parlé. 297. C'est une série de jeunes. Mais ma maman est jeune. Mais tu sais, si elle a 12 ans, forcément, ça va un peu avoir 30 ans. C'est vrai, tout à fait. Sur France. Bisous, maman. Ah oui, sur France 4. C'est pas les 4000 En France, survivants. sur France 4, non, mais c'est une série américaine. Ouais. Les 3999. Non, c'est beaucoup moins. Il y a 3 chiffres. Les 4 dans le nombre. 995. Ouais, vous trouvez pas. C'est pas, non. C'est les 100 en fait. Ah, mais je l'ai pas dit. C'est 100. 100. Série créée par Jason Rothenberg, qui est un sombre inconnu, et donc... Écoute, je ne l'ai pas vu, mais le pitch me dit à bien. voir. Deuxième question. Quelle est la particularité de la série anglaise Black Mirror, qui date de 2011 ? Elle est en noir et blanc. Non. Pas du tout. C'est... Le miroir est noir. Vous connaissez J'avais pas Orphan Black Black, mais Mirror, quoi. Non. J'y crois pas. Quelle culture de série. En fait, c'est une série anglaise basée sur un peu comme la 4ème dimension. En fait, c'est une série sur le thème de l'humain face aux communications modernes. Donc, notamment les réseaux sociaux, la télévision, etc. Et dont l'un des premiers épisodes qui est très 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 bien réalisé. Elle est vraiment très bien faite. Ils ont pas beaucoup de moyens et pourtant ils ont réalisé une très très bonne série. Et le premier épisode, pour vous donner une idée, il y a la fille de la reine, je sais plus si c'est la fille de la reine, mais je crois que c'est ça. C'est la fille de la reine qui est kidnappée. Et donc la rançon, c'est il faut que le Premier ministre se tape un cochon en direct devant la télé et que toutes les télés retransmettent cette image. À une certaine heure, un certain jour, sinon il tue la fille. Et ça, c'est pas censuré par Google. Bravo. Ça passe pas sur Google. Non mais donc, ça aurait pas été censuré le ministre qui se tape le cochon. Du coup, je vous dis pas la suite, ce qui se passe, c'est s'il se tape vraiment le cochon ou pas, si la fille est sauvée ou pas. Mais vous avez donc perdu. Bah oui. Mais on apprend plein de choses. Et le créateur, donc, c'est Charlie Brooker de cette série, qui est également le créateur de Dead Set, qui est une autre série anglaise qui est formidable. Et alors c'est mal barré parce que la prochaine question c'est sur Dead Set justement. C'est bon, on peut répondre maintenant. Dead Set. Je vais essayer de vous dire la réponse. Alors Dead Set, c'est une mini-série de 5... Elle essaie de tricher, elle regarde sur mon pad. Alors, Dead Set, c'est une mini-série de 5 épisodes datant de 2008. Arrête aussi Denis, essaie de regarder.
C'est la vieillesse. Hein, Dead Set est une mini-série de 5 épisodes datant de 2008 qui s'est tournée dans les vrais studios de Love Story de l'époque en Angleterre. Et donc, si je vous pose la question, c'est quoi l'histoire de Dead Set, vous allez pas savoir me répondre. Il y a un meurtre sur un plateau de télé-réalité, il y a une enquête. Presque ça, mais tu pas dis ça vraiment au pif, ça. J'ai dit ça au pif. Ok. Non, c'est pas tout à fait ça. Un serial killer qui... on approche. Oh là là, mais vas-y, pas vraiment. Sur un plateau une série de meurtres. C'est une série d'horreur. Du pur fantastique, mais d'horreur, et qui est très très bien faite également, et c'est le même créateur que Black Mirror, est vraiment à voir. Il y a une faille temporelle dans les studios. C'est un psychopathe qui est mis dans une émission de télé-réalité. On approche, mais c'est pas vraiment ça. Ouais. Non. C'est un gars qui a embauché pour tuer toutes les Nabila de la télé-réalité. Et alors, je vais vous donner la réponse de Dead Set. Donc en fait, l'histoire de Dead Set, c'est l'Angleterre qui est attaquée par des morts-vivants. Et donc les candidats d'une émission de télé-réalité ignorent ce qui se passe à l'extérieur, mais évidemment pas pour très longtemps. Wow. Donc c'est très très amusant dans le premier épisode. Je vous raconte pas l'histoire, mais dès les premières images, ils vous mettent dans le bain parce que les morts-vivants attaquent direct. On les voit en train de massacrer la population. Évidemment, les seuls à pas être au courant, c'est forcément les gens qui sont à l'intérieur du Love Story. Comme quoi, il y a des bienfaits à faire de la télé-réalité. Voilà, puisqu'ils ne savent pas ce qui se passe, ils ont pas de retour de l'extérieur, et donc c'est les seuls qui continuent à jouer leur jeu de télé-réalité, sauf qu'à l'extérieur, les jeux sont massacrés, regardent pas la télé. Donc c'est très très drôle à voir, c'est très amusant parce qu'il y a beaucoup d'humour anglais, l'humour noir, trash comme ils savent faire. C'est très bien fait, les maquillages des morts vivants sont à tomber par terre. C'était avant Walking Dead, donc c'était très très bien. Ça fait un peu peur parce que des fois c'est très surprenant. Mais par contre, c'est encore une fois ce créateur qui a fait Black Mirror fait décrit la société moderne avec la représentation de la télé, c'est-à-dire que les gens regardent la télé comme des morts vivants en fait. Ouais. Donc c'est vraiment ça. Et c'est très intéressant à voir aussi Dead Set si vous connaissez pas. Il va aller loin ce petit. Ah oui, c'est un très très bon showrunner. D'accord. 4e question, là vous allez savoir répondre. Alors on va rester chez les Anglais d'ailleurs. Quelle est la plus vieille série de SF au monde? Doctor Who. Marine. J'ai tapé sur mes jambes. Elle a dit docteur avant que tu dises ok. Donc effectivement, elle est créée en quelle année? Alors du coup 75. Non, plus vieux que ça. Ah ouais? J'aurais dit plus vieux, bah oui. 63. Elle a fêté ses 50 ans en 2013. 63, exactement. Tu comptes une des plus vieilles séries tout court, pratiquement de la télévision, c'est Doctor Who en 1963. Il y en a eu 5 en tout, je crois, des Doctor Who. Oh, plus que ça. Ah oui, on en est au 13e, non, bien sûr. Oh là là. Bien sûr, oui, j'avais une erreur. T'imagines 50 ans. Dans mon décompte. Allez, ça c'est franchement facile. Comment se nomment les 2 agents du FBI spécialisés dans les Non, je suis désolée, on doit banquer avant qu'elle dise notre prénom. Voilà, j'ai même plus à finir la question, forcément X-Files, donc... Dans X-Files. Alors pourquoi je parle de X-Files? Parce que ils vont... Bravo les filles. Donc effectivement, X-Files est en tournage actuellement au Canada. Téléphone maison. C'est bien ça. Une nouvelle saison de X-Files en tournage. Avec de nouveaux acteurs, rassure-moi. Non, c'est les mêmes. Sérieux? Ils ont repris... Mais c'est un doublage canadien. Ouais, c'est les mêmes, et donc elle sera diffusée en janvier 2016. Ils ont quel âge maintenant? Oh, ils sont pas si vieux. Non, mais la petite jeune. Mais non, mais je demande. Ils ont quel âge? Ils ont des cannes. Je sais pas, ils se sont fait enlever 50 ans. Ils se sont fait abducter. Ouais, ils ont la cinquantaine. Une question moyenne. Difficulté moyenne. Après, faut voir si vous connaissez la série. Attends, je banque parce que sinon Marine elle va râler. Quels sont les liens de parenté entre Connor MacLeod du film Highlander, joué par Christophe Lambert, et Duncan MacLeod, qui joue le héros dans la série du même nom? Grand-père. Mais c'est le même, non? Non, c'est pas le même. Ils sont frères. Non. C'est sa cousine. Ils sont oncle et... C'est 2 hommes. Oncle et neveu. C'est sa cousine quand même. Tu es presque, mais c'est pas cousine, c'est pas cousine. Cousin alors. Cousin, voilà.
C'est donc Connor et Duncan sont les cousins. Duncan MacLeod, oh là là. Ah, quand j'étais petite. Ah oui, c'est ça. Donc, série coproduite par les Français en 1992. Et donc, même si elle était pas top au point de vue qualité, Non, ça se regardait. ça se regardait. Et surtout, comme quoi, en France, on pouvait faire de la série SF. Hein. Je regardais ça avec... comment s'appelle la série où il y a Jarod? Le caméléon. Le caméléon. C'est très mignon. Allez, dernière question. Dans quelle série voit-on des extraterrestres avaler des souris dans des costumes ringards et des choucroutes sur la tête? Une série des années 80. Ils étaient les extraterrestres. Ah, Visiteurs. Oui. Enfin, V, c'est V. C'est pas les visiteurs, c'est une suite des visiteurs, mais c'est Moi, j'étais pas née dans les années 80. Mais alors, tu connais Magnum? Oui, d'accord. Bon, voilà, t'es pas né au moment de Magnum. Non, il y avait la poudre reptile et tout, nous on regardait. C'est pour ça que je te dis, elle a 12 ans. Ah oui. Mais bon, en 2000. Tu connais Star Trek, tu les as pas forcément vu, mais bon, voilà. Jenny, elle nous regarde avec des yeux de gamine, genre, waouh, ça a l'air incroyable. Ça a l'air kitsch, quoi. C'est super kitsch. Avec des explosions avec les gars qui sautaient au ralenti, genre je suis mort. En mode Marion Cotillard. Voilà. Alors, donc on va rester dans le monde des séries avec Marine. Oui. Puisque nous sommes en 2015 et il y a l'anniversaire d'une série cette année. Oui, on fête les 20 ans. 95, 2015, quand même. On a bien compté, c'est bon, c'est je suis vieille là d'un coup. Donc en fait les 20 ans de la création de la série SF Space 63, 2063, que dis-je, Space Above and Beyond en anglais dans le texte. Et on n'a pas dit qu'on devait pas faire les accents pour de vrai? C'est l'accent français là. L'accent français. Parce que j'ai plein de trucs comme ça avec l'accent et tout. Et tu vas te la péter à faire genre tu sais parler anglais. Grave, voilà. Donc Space Above and Beyond en anglais, qui n'est pas sans nous rappeler notre ami Buzz l'éclair et son fameux vers l'infini et au-delà. Ah oui. Donc Space 2063 concrètement c'est quoi? Oui, c'est quoi? C'est 45 minutes d'effets spéciaux kitsch par épisode, une saison de 24 épisodes et un trailer annonçant la saison 2 qui ne verra jamais le jour puisque la série s'arrête en 1996. Ce fut bref, mais comme intense. c'est dommage. Eh oui. Donc la série a été créée par James Wong et Glenn Morgan. Glenn Morgan, c'est le scénariste de Destination Finale. Je pense que tout le monde l'a vu. Génial. C'est génial, ces films, ils sont super. Et ils ont... Mais pas ces séries apparemment. Non. Et oui, Alors, on peut pas être bon partout. Regarde Spielberg, il fait des très bons films et très mauvaise série. Et moi, je fais plus du V. Voilà, ça c'est Sidonie. Merci Sidonie. Donc Wong et Morgan, compris, ils sont également coproducteurs exécutifs sur 2 saisons de X-Files, c'est pas rien. Ils ont quand même participé à des bonnes séries. Ils ont fait un crossover avec... Ils sont pas scénaristes en fait, ils font des bonnes séries. Je vous assure. Ils ont travaillé sur beaucoup de projets ensemble, ils font tout tous les deux, c'est un peu les Dupont et Dupont de la série américaine, c'est vraiment, on les voit partout ensemble, ils sont jamais séparés quasiment. Donc au niveau des castings, des acteurs qu'on ne connaît pas vraiment, puisqu'ils n'ont même pas leurs photos sur le site d'Allociné, c'est très triste. Mais en revanche, ils ont tous plus ou moins fait des apparitions dans des séries télé, quelques rôles récurrents aussi. C'est le cas de Joel de la Fuente, qui joue Ruben Morales dans New York Unité Spéciale. T'as un meilleur accent anglais que espagnol quand même. Je sais. Mais quelle salope, c'est J'ai pas fait espagnol. Non, mais elle m'a dit de la faire. Ah oui, mais c'est pour ça. Ou encore James Morrison, qui a interprété Bill Buchanan dans pas moins de 64 épisodes de 24 heures chrono. Bah oui. On le retrouve dans Space 2063. Donc côté musique, c'est Shirley Walker qui compose. On la connaît pour la musique de Destination Finale, toujours. Je pense qu'il travaillait beaucoup dans l'équipe. C'est ça, quand tu rentres dans une équipe. Bonne, comme nous, quoi. Je sais pas. La musique est super bien. La musique, elle est super rythmée. Ouais. De quoi que ça t'a dit? Bah oui, on dit quand l'équipe est bonne, c'est ça. C'est ça. En revanche, la musique sauve un peu le programme. C'est super rythmé. Elle est très très bien, la musique. Et vraiment, ça sauve le programme parce que c'est très très lent. Il y a peu d'action par épisode. Et vraiment, sans la musique, on s'ennuie. Tu veux dire comme dans la dernière saison des Game of Thrones, je vais me faire assassiner là.
là tu vas te faire tuer. Donc Non, tu ne mais participes c'est pas. vrai. C'est vrai. Sauf l'un des derniers épisodes. Et encore, bon, on en parlera une autre fois. Ouais. Alors, 2063, Space 2063, ça parle de quoi? Oui, Vous ça allez parle me de dire. quoi Oui, Ça parle du futur. Alors, le pitch. 2063. Après un demi-siècle d'exploration spatiale et de colonisation, l'humanité a conquis l'espace. Elle fait mal la grosse voix. Ouais. Mais évidemment, tragique, voilà. Plein d'effets. Bon, en gros, on est en 2063, un poste avancé dirigé par les hommes à 16 années-lumière de la Terre est attaqué par des extraterrestres chelous en métal qui s'appellent les Chigs et qui vomissent de la gelée verte et meurent quand ils boivent de l'eau. Waouh. C'est des Sur la gremlins, Terre, en fait. Ouais, c'est des gremlins dans De des corps l'espace. de robots. C'est ça. C'est des réplicateurs gremlins. Voilà, c'est ça. Mais au début de l'attaque, les humains se font démonter leur race, donc le corps des marines des États-Unis choisit 5 jeunes recrues pour aller au casse-pipe. D'accord. Tant qu'à faire. Voilà. Bon, tout le monde meurt, alors moi je choisir 5. Donc on en choisit 5. Et pour qu'ils râlent pas trop, on leur donne un nom qui claque, tu vois. Les cartes gagnantes. The Wild Cards. Les cartes gagnantes. Eh ouais. Tu vois, ça claque encore plus les Wild Cards. Donc sans expérience au combat, ils se retrouvent tous les 5 pris dans une guerre interstellaire et ils ont pour Une guerre à mission... 5. Ouais. Guerre Ils à ont cinq. pour mission de sauver l'humanité de l'extermination. À 5. Je trouve que c'est quand Mais même... c'est des Power Rangers ou C'est beau. C'est quand même rouge. C'est ça. C'est un hommage, enfin un petit clin d'œil à Bioman Jaune du coup, qui nous a fait des sublimes images avec Dicopolis et qui nous suit parce que je sais qu'il nous a écoutés. Donc c'est lui que bisous- j'ai vu dans la rue tout à l'heure. Bisous Bioman, il est pas là. Ah non, il nous a est pas Fairies. suivis. Non, c'est pas possible. J'ai essayé de faire une blague, mais c'est pas Donc grave. Bioman, bisous. Voilà. Bisous. Donc voilà, 5 personnes toutes seules qui essayent de faire la guerre, c'est quand même beaucoup de responsabilité pour des stagiaires, hein, moi je trouve. C'est clair. Donc heureusement, ils ont un super chef conçu artificiellement, un in vitro, comme ils appellent ça, qui encadre, qui chapeaute un peu toute cette petite bande. Ils auraient pas pu en faire 5, des comme ça. Non, Non, oui, tant qu'à faire. D'accord. Je dis rien. Non, ils en ont fait qu'un. T'es particulièrement raté, donc ils ont pas... Oh merde, on a foiré. Ça coûtait trop cher pour la série, ils pouvaient en faire qu'un. Voilà. Alors, cette série, elle vous dit peut-être quelque chose pour les Non. gens. Pas du tout. Ah, pas du tout. Ah, non. Eh ben, Pourtant j'en ai vu, hein. Mais... quand Je même. confirme parce que chez Isabelle, il y a juste des étagères entières de séries. Bon bah encore, là c'est rien. Hein, mais... Il y en a un peu sur la table aussi. On t'avoue parce que... Sous les micros, il y a tous les Buffy. On t'avoue parce qu'elle a été diffusée en France sur M6 en 1996. Bon, j'avoue, Jenny était pas née. J'étais née, mais j'étais petite. Et si ça faisait peur un peu, Alors, pas regardé. pour la petite histoire, il faut savoir que la série a été créée en parallèle du film Starship Troopers. Ah Ça, oui, ouais. ça c'est cool. Ça, c'est vrai. Inspirés tous les deux du même livre de Robert Heinlein qui s'appelle Starship Troopers. En Bah là, français... jusque là ça va. Eh non, en français, ils ont appelé ça Étoile garde à vous parce qu'on est quand même super fort en traduction. Étoile garde à vous. Donc, Étoile garde à vous, la traduction encore bien ridicule. Hein. Donc la série a été créée en parallèle du film, avant tout pour des questions budgétaires, hein, parce que les effets spéciaux ça coûte une blinde. Surtout à l'époque, maintenant un peu moins. Mais... Voilà. Donc alors ceux de Starship Troopers, le film, ont été repris dans la série, mais en beaucoup moins bon. Ouais. Ils avaient déjà été utilisés du coup. Ouais. Les films, les effets spéciaux du film sont carrément meilleurs, et en même temps ils ont pas grand mal. Heureusement, hein. Très moyen pour l'époque, les effets de la série n'arrivent pas à la cheville de ceux qu'on peut voir dans X-Files ou Babylon 5. Ouais, enfin moi j'ai revu il y a pas longtemps le premier épisode de Star Trek, je veux dire, il se cache derrière Attends, trois morceaux d'herbe. Star Trek, la série originelle ou Star Oui, ça Trek dépend. après Quelle originale série? Ah oui, mais attends, elle date de 60. Ouais, Ouais, là, mais je sais pas, c'est les années 80. Il y avait pas 80, des... En 60, il y avait... je vais faire un petit cours sur les effets spéciaux, bonjour. Ah, Les effets spéciaux sont vraiment arrivés, enfin, je vous parle des effets spéciaux numériques, hein, sont arrivés dans les années 68 avec 2001. Voilà, je cherchais le nom, mon dieu. Avec 2001, mais avant ça, t'avais des effets spéciaux à l'ancienne, etc. Donc, effectivement, en plus, Star Trek, ils avaient un tout petit budget, minuscule. Donc, carton-pâte, hein. Ouais, puis j'ai vu qu'ils avaient mis dans l'épisode avec le sel, ils avaient tout misé dans le sel en plus. Oui, non, mais c'était des effets spéciaux mécaniques. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mécanique. numérique. Bon, Et bon, bref, c'était 30 ans revenons avant. à cette sublime Voilà, série. et donc les effets de Space 2063, ils n'arrivent pas à la cheville de ceux qu'on peut voir dans X-Files ou Babylon 5, et pourtant les deux séries sont créées 2 ans avant. Donc en quand même. 93, Ouais, si c'est ça. je Moi, je compte calcule pas, moi. bien.
Voilà, donc les tirs de flingue. Non mais Sidonie, elle est partie. Sidonie, bon, elle a fini son verre de cidre depuis aussi. qu'elle a réussi à calculer combien. Prends un gâteau à la noix de coco, ça fera passer le cidre. On a perdu Sidonie. Les tirs de flingue font fake, la qualité d'image se rapproche de celle d'un téléfilm de Noël sur M6. Une remise des prix, son costume, j'ai l'impression d'avoir Police Academy. Mais tu sais quoi, on va regarder la bande-annonce. Comme ça, tu continueras après, comme ça, parce qu'à force d'en parler, là, on a très envie de voir c'est vrai. On va regarder et puis on revient. Nous pensions que nous étions seuls, que l'univers nous appartenait. Jusqu'à cette nuit de 2063, où sur une colonie à 6 années-lumière de la Terre, ils nous ont attaqués. Maintenant, c'est la guerre. Je suis le colonel McQueen. Je suis un in vitro, un être conçu artificiellement. Je commande le 58e escadron des Marines. On surnomme mes hommes les cartes gagnantes. Ils sont prêts à intervenir à tout moment. Dans l'espace, sur la Terre ou dans les eaux. Pour nous, perdre la guerre est inacceptable. Mieux vaut mourir que se rendre. C'est notre mission ici et au-delà. Il y a un mélange, ça ressemble un peu à Stargate, parfois, mais en moins bien. Ouais. La comparaison s'arrêtera très rapidement. Mais je sens dans tes yeux que t'as quand même envie de regarder. Ah oui, carrément. Je savais pas quoi faire ce soir. Voilà. Eh ben écoute, je t'ai trouvé ton programme. Je ne me remercie pas. J'ai appelé tous mes copains. On va se faire une grosse soirée Space 2063 là. Ça va être super. Non mais on a plus de cidre dans nos verres. Oui, mais le cidre est dernier. Le cidre est dans nous. Tavernier. Merci. Donc ouais, à ce niveau-là, ça manque un peu d'idées, quoi. Ouais. Je trouve qu'ils auraient pu chercher, même s'ils se plantent, tu vois, mais au moins chercher un truc futuriste, là, c'est vraiment... on voit ils les s'enrouler dans du papier canapés américains de 1990. Ah ouais. Enfin bon, voilà. Le problème, c'est que c'est hyper contemplatif, mais on ne voit rien. Parce que c'est vrai. sombre, alors oui, il y a rien. Mais là, on s'ennuie même dans le trailer du truc, quoi. Oui, on dirait... On a dû passer, on a dû accélérer sous drogue, voilà. C'est-à-dire qu'on dirait un écran de veille Windows. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors, il y a quand même un petit point positif, on va pas se fâcher avec la communauté de fans. Oui, j'ai trouvé un point positif, je vous assure. L'apparition de David Duchovny. C'est vrai. Qui joue un silicate dans l'épisode 20. Non. Qui est pas trop habillé. Non, il est habillé. Donc il joue un silicate dans l'épisode 20. Les silicates, c'est des gros méchants avec des yeux tout vitreux. Alors, pour les plus curieux d'entre vous, on peut mater la saison 1 sur YouTube, à l'exception de l'épisode 1, qui a été censuré pour des raisons obscures. Par Google, quand tu le dis. Parce qu'il était parce qu'ils obscur et qu'on voyait pas juste. Je ne sais pas. Alors, pour des a priori, ce serait en bikini. C'est pour ça que ça passe pas. Non, a priori, ce serait pour des problèmes de copyright, mais le problème, c'est qu'ils ont gardé tous les autres épisodes. Oui, donc, c'est pourquoi enlever l'épisode 1 et garder mais on ne saura jamais. Le monde obscur de Google. Mais est-ce qu'on va arriver à dormir encore? Mais mystère. Devant, tu arrives à dormir. Voilà pour Space 2063. J'espère vous avoir donné envie de regarder autre chose. Mais avant de passer à la rubrique news, je vais quand même faire une petite digression. J'aimerais parler d'un petit peu de Geekopolis, tout simplement pour répondre à l'article de Julie. Qui est que vous pouvez lire sur le site www.petit.geek.com. Alors pourquoi j'aimerais en parler? Parce que moi c'était un gros problème pour moi, étant donné que je valide tout ce que font les filles sur le site et ce qu'elles m'envoient, etc. Jusqu'à maintenant j'ai rien censuré et j'essaierai de ne rien censurer. En général je discute avec elles avant. Et Julie, je n'ai rien censuré et c'était très problématique tout simplement parce que je fais partie de l'équipe de Geekopolis et que quand vous lisez l'article, il y a beaucoup de points négatifs et du coup pour moi ça faisait un peu mal, hein. Donc mais je l'ai laissé parce que je trouve que c'est intéressant justement de lancer pas un débat mais une réflexion là-dessus. Je ne parlerai pas de ce qu'elle a pas aimé par rapport à ses choix de goût, parce que c'est ses goûts personnels. Donc ça, je vais pas du tout en parler. Par contre, elle a parlé du côté financier, et là, j'aimerais vraiment expliquer les choses, parce que si elle a eu cette remarque, c'est que d'autres personnes l'ont peut-être eu, et donc c'est toujours mieux de le laisser, et que je vous explique, en gros, il y a Sidonie qui est en train de s'étouffer. Voilà. C'est le choc. Tous bien. C'est le choc.
Et donc de vous parler un peu du pourquoi des prix et des tarifs au lieu de le cacher, parce que ça sert à rien. Alors déjà, personne dans Geekopolis ne roule en Ferrari au bout de 3 ans de Geekopolis, faut le savoir. Un festival reste un festival en France, c'est très très difficile de gagner des sous avec un festival, qu'il soit geek ou non. Donc en fait, ce qu'elle dit, puisqu'effectivement elle indique que les tarifs des entrées sont chers, sont entre 19 et 600 euros. J'aimerais préciser là-dessus que le tarif normal, donc c'est 19 euros. Si vous vous inscriviez à l'avance, c'était moins cher, donc par internet. Et 19 euros, c'est rien. 19 euros sur Paris, c'est un tarif d'entrée normal d'un grand salon. Donc la Japan Expo, elle est aussi à ce tarif-là le samedi, je crois, le dimanche. Et l'expo Harry Potter était à 20 euros. Et l'expo Harry Potter était à 20 euros. Et 1h30. Et il y avait qu'1h30 alors que Geekopolis, c'est une journée entière. Et donc déjà 19 euros, c'est pas cher en fait pour un salon sur Paris. Dans d'autres villes, effectivement, ça serait cher, mais là non. Ensuite, les billets qui étaient étalés donc jusqu'à 600 euros, il y en avait très peu. C'était des billets très spéciaux, il y en avait une dizaine, et c'était des billets un peu qui faisaient référence au crowdfunding, c'est-à-dire des billets d'aide qui aidaient le festival, et en échange, vous aviez plein de cadeaux. Il y avait plein de goodies, notamment des sorties dans des escape rooms avec des guests. Il y avait Marcus, David Moyer, etc. Il y avait plein de t-shirts, il y avait des jeux, il y avait des Lego. Enfin, vous receviez plein de cadeaux en échange, quoi. C'était pas juste un billet à 600 euros comme ça. Il y avait plein de choses avec et plein de cadeaux. Donc, c'était un peu un billet mécénat, en gros. C'est un billet, tout à fait. Mais exactement, t'as compris le système. C'était un billet mécénat. Et je vous dis, il y a effectivement beaucoup de bénévoles, mais il y a des gens à payer, notamment le gardiennage. Il y a évidemment Porte de Versailles qui coûte très 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 cher, qui est beaucoup plus cher. Immense, le site est immense. Si on veut faire un bon salon et un beau salon, donc il y avait beaucoup plus d'espacement, mais aussi ça veut dire de stands et surtout de choses, des couloirs, tout ce que vous voyez, les couloirs qui sont fabriqués avec les panneaux il faut les louer. Donc évidemment l'un dans l'autre, tout l'argent qu'on a gagné l'année dernière a été remis pour faire fabriquer le festival cette année, qui était bien plus grand et conséquent, et bien plus beau que l'année dernière, mais ça nous permet pas de vivre sciemment, quoi. C'est-à-dire qu'on gagne vraiment rien, donc ça reste un festival, c'est pas un salon. Il faut préciser que dans le festival Geekopolis, il y a que 20% de stands qui sont du marchandising. Oui, c'est un festival qui est fait par des passionnés. Voilà, c'est un festival qui est pour les passionnés et qui est fait par des passionnés, parce qu'il n'existait pas vraiment de festival comme ça, et qu'ils ont voulu créer un festival où les gens sont actifs, c'est vraiment où il y a des activités et se reconnaissent. Et donc tout ça c'est un coût, c'est très cher, et c'est malheureux parce que justement c'est très très difficile pour ce festival de survivre, parce qu'il faut trouver des sponsors privés et donc des investisseurs comme Intel d'ailleurs, qu'on remercie beaucoup puisqu'ils suivent depuis le début et qu'ils avaient un superbe stand, parce qu'à chaque fois ils créent des choses vraiment intéressantes à voir. Donc c'était juste pour faire une explication par rapport à ce qu'avait noté Julie là-dedans, que elle avait pas compris, parce que c'est son premier cette première convention festival, elle n'a jamais été dans un salon comme ça. Je l'ai invité à aller voir la Japan Expo pour faire la différence. Donc pour finir sur Geekopolis et ses petites remarques, c'était pour expliquer clairement les choses. Voilà. Personne ne roule en Porsche. Non, on aimerait bien, mais non, malheureusement. Par contre, à la Japan Expo, non, je vais pas balancer. Donc Julie, bisous, hein. Voilà. Je t'en veux pas, bisous, c'est normal Julie. Que tu dis ce que tu penses. Bon, allez, les news. Je vais encore vous parler de A Place to Geek, où nous allons faire la prochaine émission, l'émission 9, avec Julie, Myrtille et Julia, qui est notre correspondante du Sud également. Et donc A Place to Geek, c'est quoi ? Mais oui, c'est quoi ? Eh bien, c'est une sorte de festival qui se déroule du 11 au 18 juillet à Asnières-la-Giraud, c'est en Charente-Maritime. Et si vous êtes nul comme moi en géographie, oui, c'est à quelques kilomètres de La Rochelle. Donc pas mal quoi. Il y a la mer. C'est très bien. Ouais, enfin, c'est plus dans les si terres. On fait quelques kilomètres. Oui, voilà, faire quand même quelques kilomètres. Donc, A Place to Geek, c'est une vraie semaine de vacances geek avec des activités comme l'initiation au GN, des combats médiévaux, la cuisine geek.
Des jeux comme le loup-garou, tir sur lieu que j'animerais d'ailleurs là-bas. Le kendo, le cosplay, apprendre le maquillage SFX pour faire des zombies, etc. C'est très très bien. Le steampunk, dont le fameux duel de thé que comprenait pas du tout Julie. Mais là j'ai lu effectivement le sujet du duel de thé et... Mais duel de thé c'est très sympa, c'est très de drôle. thé à boire ou Un de thé à boire, c'est-à-dire que tu trempes ton biscuit, alors c'est pas c'est pas sexuel. Tu trempes un spéculoos, imaginons. Voilà, tu trempes et en fait t'es en face de quelqu'un et qui trempe en même temps et puis c'est le premier qui a réussi à gober son biscuit correctement en entier qui a gagné. Sans qu'il se démonte entièrement dans tes mains ou sur ton costume. Parce que forcément un biscuit quand tu mets c'est comme un sucre. Et forcément il mouille. Pardon, c'est pas sexuel, hein, je précise à Google. Hein. Oui, mais regarde que la moitié de l'épisode, attends, c'est loupe la phrase, mince. Et donc, du coup, ça paraît bizarre. Le biscuit tombe, donc faut pas qu'il tombe. Mais faut pas qu'il tombe dans la tasse. Mais faut pas qu'il tombe tout court. Faut pas qu'il tombe sur toi. Faut qu'il tombe juste gobé. Dans ta bouche. Mais tu peux pas bouger, genre t'es droit comme ça. Ah bah tu fais ce que tu veux. Tu fais comme ça. Ah non, tu triches. Non, il faut rester. Alors vous pouvez venir une journée ou vous pouvez venir plusieurs jours, car cela se déroule dans un gîte qui est superbe d'ailleurs avec de très belles chambres, confortables. Ensuite venir à plusieurs aussi avec vos enfants parce qu'il y a une petite garderie pour ceux qui ont des enfants et il y a une très belle piscine avec un spa. Ouais, il y a un vrai spa. Il y a des masseuses. Non mais Jenny, toi qui seras à la garderie. Je crois qu'il y a des masseurs. T'es trop jeune toi. Des masseurs pour enfants. C'est ça. Casimir. C'est quand même classe parce que vous pouvez faire une murder tout en bronzant dans la piscine. Ouais. C'est vachement bien. Alors pour venir une journée, ça sera le dimanche 12 juillet, je précise, et le mardi 14 juillet, c'est où l'entrée est au prix de 4 €. Oh, excellent. Voilà. Et sinon, si vous voulez venir plusieurs jours, par exemple, alors il y a plusieurs prix, mais vous pouvez aller sur leur site, mais c'est par exemple 4 jours, c'est 250 €. Est-ce qu'il y a les repas de compris? Alors il n'y a pas les repas de compris, mais il y a une cuisine à chaque fois. Ah, super. Allez sur leur site, donc www.com. Et donc vous allez avoir toutes les infos et nous y serons je vais reprendre un petit peu de style, nous y serons avec les filles le du 12 au 14. Alors et puis on va annoncer aussi la semaine prochaine, c'est la petite fête des jeux. La petite fête des jeux. Oui, alors le week-end prochain, le 13 et le 14 juin, se déroule, donc c'est Porte de Charenton, le festival Paris et ludique. Tu y seras? Je serai. Moi je serai sur le stand de Variante, qui est la boutique officielle du festival. Donc si vous avez des jeux à acheter, vous pouvez venir. Si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même venir. Voilà, me faire un bisou, tout ça. Des bisous et Jenny. Tout à fait. Et je serai aussi donc sur tout le festival pour découvrir des jeux. Il y a tout un test de proto, donc des jeux qui sont pas encore sortis, avec un concours. Donc en fait, tous les gens qui sont présents peuvent s'inscrire pour tester tous les protos et voter pour celui qu'ils ont préféré. Et on peut en gagner à la fin? Parce que moi je viens sinon. Tu peux pas gagner des protos. Par contre, il va y avoir d'organiser une chasse au trésor géante par le jeu Archéologia. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Et il y aura une boîte d'objets, une boîte du jeu faite en bois, vraiment un modèle unique, qui sera à gagner. Bon, je viendrai. Voilà. Il y a plein de petites activités. Il y aura aussi des Jedi avec des sabres laser. Ah bon, on les connaît. Tout à fait, qui étaient déjà à Geekopolis, tout à fait. Il y aura des dédicaces notamment d'un des créateurs du Loup-Garou, de plein d'illustrateurs de jeux. Voilà, c'est vraiment de Philippe Despalières, tout à fait. J'avais compris de slip, donc j'ai attendu de réentendre. de finir ma gorgée. Donc c'est un festival qui se déroule en plein air. C'est le seul qui a à manger, à boire. L'entrée c'est 4 €. L'entrée, je crois, 4 ou 5 €, il me semble. Enfin, c'est pas très, allez, très on cher. dit 4,5, on verra. Voilà. Non mais oui, c'est pas cher du tout. Ouais, vous pouvez, donc c'est 15 € si vous prenez les 2 jours plus un petit jeu. En fait, Paris Ludique, il y a plein de petites choses qui sont faites tous les ans de différentes. Là, je crois que c'est la 5e édition. Il y a un coin pour les enfants, c'est très important. C'est-à-dire que vous pouvez
venir avec vos gosses, les laisser à l'entrée. Vous donnez un faux nom. Voilà. Et vous ne les reprenez pas. Ils sont super bien encadrés, il y a plein de jeux pour eux, donc c'est très chouette. Ça c'est bien, c'est pratique. Tout à fait. Que nous, aujourd'hui, nous avons des dragibus, des nounours, des gâteaux à la noix. Des gâteaux à la noix de coco. On n'est pas à plaindre. Des gâteaux à la noix de coco. Moi, je pensais au gâteau que Marcus m'a offert à Micropolis, gâteau à la noix qui est de Floriane d'ailleurs, qui est sublime. Merci Flo, tu nous referas des gâteaux comme ça. Voilà. Et merci Marcus pour le gâteau, bisous en passant. Merci beaucoup pour cette info. On espère vous voir très nombreux là-bas. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent et regardent YouTube que nous avons un site internet donc, qui s'appelle petit.geek.com et sur lequel vous pouvez voir évidemment les émissions, mais vous avez les PPG Pop, donc qui sont des petites chroniques. Il y en a une de Séverine sur l'escape room qu'on a faite ensemble. Il n'y a pas longtemps. Qui est génial. Et donc il va y avoir d'autres chroniques qui vont arriver dans pas longtemps. Il y a Jenny qui va nous montrer un peu ce festival de jeux, Sidonie qui va se promener aussi un petit peu. Oh oui. Oh oui. Et il y a les blogs aussi, donc des articles écrits par nos chroniqueuses qui donnent leur avis, qui racontent leur vie, etc. de geek et de geekette. Donc c'est formidable. Regardez le site parce que il est très très bien. Voilà. Alors nous allons nous quitter avec la bande-annonce des Mignons qui sort le 10 juillet, donc sur tous les bons cinémas. Donc on regarde ça et je vous dis à bientôt les petits choux. Salut, à bientôt. Du love. Les bidous Banana Stuart Macareno Minions. Have you ever wondered where they came from? They've been on this planet far longer than we have. They're all different, but they all share the same goal. To find the biggest, baddest villain to serve. Finding a master was easy. La piñata Keeping a master. But that's where things got tricky. Nope, it wasn't easy for these guys. But nonetheless, they kept on looking. Oh, hello papagena. Tu le bella con la papaya. Ladies and gentlemen, Scarlet Overkill! Have any of you ever dreamt of working for the greatest supervillain of all time? I love you, Scarlet! I wanna be the villain. These are the new recruits. Scarlet, mi hermana caput. No, don't say anything. I won't understand. I'm a villain, I'm with a woman that's in the winners. Do you know who this is? La cucaracha? This is Queen Elizabeth. And I really, really, really want her crown. You came for the Queen's crown, did you? Well, you're gonna have to get through me. Patrona. Who's Hélène? Who's Hélène? Hola. Gentlemen, do not steal ladies' crowns! You backstabbing little traitors! Scarlet! Don't you Scarlet me! I don't want you to take this the wrong way, but I hate you. This is torture. Guys, cut it out! This is really unprofessional! Mi bella is...